nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. Le pèlerinage commence. Il est temps de nous mettre en route pour ce pèlerinage dans le passé que nous pouvons nous représenter comme un voyage dans une machine à remonter le temps à la recherche de nos ancêtres, ou plus précisément, pour des raisons que nous expliquera l'homme de Néandertal, à la recherche de nos gènes ancestraux. Pendant les premières petites dizaines de milliers d'années de cette quête, nos gènes ancestraux résident dans des individus qui semblent être pareils à nous. Enfin, évidemment, pas au pied de la lettre, car, à nous regarder, nous ne sommes pas tout à fait pareils entre nous. Je vais donc reformuler ça. Pendant les premières dizaines de milliers d'années de notre pèlerinage, les personnages que nous rencontrerons en sortant de notre machine à remonter le temps ne seront pas plus différents de nous que nous ne le sommes aujourd'hui les uns des autres. Gardez à l'esprit que le « nous » aujourd'hui comprend les Allemands et les Zoulous, les Pygmées et les Chinois, les Berbères et les Mélanésiens. Nos ancêtres génétiques d'il y a 50 000 ans auraient figuré dans la même palette de diversité que celle que nous observons tout autour du monde aujourd'hui. À défaut d'évolution biologique, quels changements verrons-nous donc en remontant à travers des dizaines de millénaires par rapport à des centaines ou des milliers de millénaires? Dans les premiers temps de notre voyage, un processus semblable à l'évolution, beaucoup plus rapide que l'évolution biologique, va prédominer dans ce que nous voyons par le hublot de notre machine. Ce phénomène, qu'on appelle l'évolution culturelle, ou l'évolution exosomatique, ou encore l'évolution technologique, nous pourrons l'observer dans l'évolution de l'automobile, de la cravate ou de la langue française. Ne surestimons pas sa ressemblance avec l'évolution biologique, mais de toute façon, elle ne nous retiendra pas longtemps. Une route de 4 milliards d'années nous attend, et nous devrons bientôt lancer notre machine à une vitesse trop grande pour avoir plus qu'une vision fugitive des événements à l'échelle de l'histoire humaine. Mais d'abord, pendant que nous progressons encore lentement à l'échelle du temps de l'histoire humaine plutôt qu'à celle de l'histoire de l'évolution, voici deux exposés sur deux avancées culturelles majeures. Celui de l'agriculteur traite de la révolution de l'agriculture, qui passe à juste titre pour l'innovation humaine ayant le plus grand retentissement sur tous les autres organismes du monde. L'homme de Cro-Magnon parlera ensuite du « grand bond en avant », cet essor de l'esprit humain qui, dans un sens particulier, a donné au processus même de l'évolution un nouveau moyen d'expression. Il était une fois l'agriculteur. La révolution de l'agriculture a commencé au déclin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Cette région est le berceau de la civilisation humaine. Ses vestiges irremplaçables dans le musée de Bagdad ont été vandalisés en 2003 sous le regard indifférent des envahisseurs américains qui, pour respecter les priorités qu'ils s'étaient fixées, ont préféré protéger le ministère du pétrole. L'agriculture est aussi apparue, sans doute indépendamment, en Chine et sur les bords du Nil, et tout à fait indépendamment dans le Nouveau Monde. On a aussi de bonnes raisons de penser que la civilisation agricole est aussi apparue séparément dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, dont l'isolement est stupéfiant. La révolution de l'agriculture marque le début du nouvel âge de pierre, le néolithique. Avec le passage du nomadisme des chasseurs-cueilleurs au sédentarisme de l'agriculture, les hommes ont peut-être eu pour la première fois la notion du foyer. Les contemporains des premiers agriculteurs dans d'autres parties du monde étaient des chasseurs-cueilleurs irréductibles qui se déplaçaient plus ou moins continuellement. À vrai dire, le mode de vie de ces derniers, le terme « chasseur » comprend éventuellement les pêcheurs, n'a pas disparu. Il continue à se pratiquer dans des poches tout autour du monde. Chez les aborigènes d'Australie, chez les San et dans les tribus apparentées, qu'on appelle à tort les Bushmeri, au sud de l'Afrique, dans différentes tribus amérindiennes, qu'on appelle les Indiens à la suite d'une erreur de navigation, et chez les Inuits de l'Arctique, qui préfèrent qu'on ne les appelle pas les Esquimaux. En principe, les chasseurs-cueilleurs ne pratiquent ni la culture ni l'élevage. En pratique, on trouve tous les intermédiaires entre les purs chasseurs-cueilleurs et les purs agriculteurs ou les purs éleveurs. Mais dans les tout premiers temps, toutes les populations étaient des chasseurs-cueilleurs. Il n'en restera probablement bientôt plus. Celles qui ne se seront pas éteintes seront civilisées ou corrompues, selon le point de vue où on se place. Dans son petit ouvrage néandertalien, Bandits et fermiers, les origines de l'agriculture,
Colin Touch rejoint Jared Diamond dans Le troisième chimpanzé pour dire que le passage des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture ne fut absolument pas le progrès que l'on imagine volontiers avec la prétention que donne le recul du temps. À leur avis, la révolution de l'agriculture n'a pas rendu l'homme plus heureux. Par rapport au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, auquel elle s'est substituée, elle a fait vivre des populations plus importantes, mais sans améliorer visiblement leur santé ni les rendre plus heureuses. En fait, les populations plus importantes recèlent en général des maladies plus virulentes, pour des raisons évolutives parfaitement logiques. Un parasite cherche moins à préserver la vie de l'hôte qu'il infecte, s'il peut facilement trouver de nouvelles victimes. Toutefois, notre situation de chasseur-cueilleur n'était sûrement pas non plus l'idéal. Ces derniers temps, c'est devenu la grande mode que de considérer les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés primitives d'agriculteurs plus en équilibre que nous, avec la nature. Dans tous les livres audio, j'emploie primitif dans son sens technique, pour dire plus conforme à l'état ancestral. Cet emploi n'implique aucune notion d'infériorité. C'est probablement une erreur. Il est possible qu'elles connaissaient mieux la nature, tout simplement parce qu'elles y vivaient et y ont survécu. Mais, comme nous, elles semblent avoir utilisé leurs connaissances pour exploiter, et souvent surexploiter, l'environnement au mieux de leur potentiel du moment. Jared Diamond met l'accent sur la surexploitation que pratiquaient les premiers agriculteurs et qui a provoqué une catastrophe écologique et la disparition de leur société. Loin d'être en équilibre avec la nature, les chasseurs-cueilleurs d'avant l'avènement de l'agriculture ont probablement été responsables de l'extinction à grande échelle d'un grand nombre de gros animaux tout autour du globe. Les données archéologiques montrent que juste avant la révolution de l'agriculture, la colonisation des régions lointaines par les chasseurs-cueilleurs a souvent été suivie de la disparition suspecte de nombreux gros oiseaux et mammifères, sans doute fort goûteux. Nous avons tendance à considérer qu'urbain est le contraire d'agricole, mais dans la perspective plus large que ce livre audio doit adopter, il faudrait mettre les citadins dans le même sac que les agriculteurs par rapport aux chasseurs-cueilleurs. Presque toute la nourriture d'une ville vient des terres cultivées appartenant à des propriétaires. Elle venait autrefois de champs autour de la ville, et dans ces temps modernes, elle nous arrive de n'importe où dans le monde après avoir été transportée et vendue par des intermédiaires. La révolution agricole a vite entraîné la spécialisation. Potiers, tisserands et forgerons ont échangé leurs talents contre des aliments que d'autres cultivaient. Avant la révolution agricole, la nourriture n'était pas cultivée sur des propriétés. Elle était capturée ou ramassée sur des terres communes qui n'appartenaient à personne. Le pastoralisme, où l'on a rassemblé les animaux sur des terres communes, a peut-être été une étape intermédiaire. Salutaire ou non, la révolution de l'agriculture n'a sans doute pas été un phénomène instantané. L'élevage et l'agriculture n'ont pas été inventés du jour au lendemain, dans un éclair de génie par un quidam qui aurait été l'homologue au néolithique de l'inventeur du fil à couper le beurre. Au départ, il est possible que les chasseurs qui traquaient les animaux sauvages en liberté sur des terres n'appartenant à personne aient monté la garde sur les territoires de chasse pour en écarter des rivaux, ou qu'ils aient gardé les bêtes elles-mêmes en les suivant dans leurs déplacements. À partir de là, ils en sont naturellement venus à les rassembler, puis à les nourrir, et enfin à les parquer et à les mettre à l'abri. J'imagine qu'aucun de ces changements n'a été considéré comme une révolution quand il s'est produit. Dans le même temps, les animaux eux-mêmes évoluaient. Ils sont devenus domestiqués, sous l'effet de formes rudimentaires d'une sélection artificielle dont les conséquences darwiniennes sur les animaux ont dû être progressives. Sans intention délibérée de les élever pour la docilité domestique, nos ancêtres ont involontairement modifié les pressions que la sélection exerçait sur eux. Dans les poules génétiques des troupeaux, la rapidité ou d'autres qualités pour la survie en pleine nature n'étaient vraisemblablement plus prioritaires. Des générations successives d'animaux domestiques sont devenus plus dociles, moins capables de se débrouiller seuls, plus aptes à prospérer et à engraisser dans des conditions de vie confortables. Il y a un phénomène de domestication étonnamment similaire chez les fourmis et les termites, insectes sociaux, qui domestiquent le bétail que sont les pucerons et les produits que sont les champignons. Nous entendrons parler de ces phénomènes par la fourmi coupe-feuille quand les pèlerins fourmis se joindront à nous au rendez-vous 26. À la différence des éleveurs modernes de plantes et d'animaux, nos aïeux de la révolution agricole ne semblent pas avoir pratiqué sciemment la sélection artificielle pour développer des caractéristiques désirables. Je doute fort qu'ils aient compris que pour augmenter la production de lait, il fallait accoupler des vaches grosses productrices avec des taureaux eux-mêmes nés d'excellentes laitières. D'intéressants travaux menés en Russie sur le renard commun donnent une certaine idée des conséquences génétiques accidentelles de la domestication.
Deka Belaïev et ses collaborateurs ont pris des renards communs, Vulpes vulpes, en captivité et ont commencé à les élever pour les rendre dociles. La réussite a été spectaculaire. En croisant ensemble les individus les plus dociles de chaque génération, Belaïev avait, au bout de 20 ans, produit des renards qui se comportaient comme des border collies, recherchant activement la compagnie humaine et frétillant de la queue quand on s'en approchait. Ce n'est pas très étonnant, mais ce qu'il est peut-être, c'est la rapidité du résultat. Moins attendus ont été les effets secondaires de la sélection pour la docilité. Non seulement ces renards génétiquement dociles se comportaient comme des collies, mais ils ressemblaient aussi aux chiens de cette race. Il leur a poussé un pelage noir et blanc, avec des taches blanches sur la face et le museau. À la place des oreilles pointues caractéristiques du renard sauvage, ils ont acquis d'adorables oreilles pendantes. L'équilibre de leurs hormones reproductrices s'est modifié, et ils ont pris l'habitude de se reproduire toute l'année, et pas seulement pendant la période de reproduction. Enfin, on a trouvé qu'ils avaient une élévation de leur niveau de sérotonine, cette substance chimique qui agit sur les nerfs. Ce phénomène est probablement lié à la diminution de leur agressivité. Il avait suffi de 20 ans pour transformer des renards en chiens par sélection artificielle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. J'ai mis chien entre guillemets, car nos chiens domestiques ne descendent pas des renards, mais des loups. Soit dit en passant, l'idée bien connue de Konrad Lorenz, que seules certaines races de chiens, ceux qu'ils préfèrent comme le chocho, sont dérivés des loups, les autres l'étant des chacals, s'est révélée fausse. Lorenz a fondé sa théorie sur des anecdotes fort perspicaces sur le tempérament et le comportement, mais la taxinomie moléculaire met en évidence les erreurs de l'intuition humaine et la biologie montre clairement que toutes les races modernes de chiens descendent du loup gris Canis lupus. Les parents les plus proches des chiens et des loups sont les coyotes et les chacals simiens, qu'on devrait plutôt appeler loups simiens, d'après ce qu'on sait maintenant. Les vrais chacals, les chacals dorés, rayés sur les côtés et avec le dos noir, sont des parents plus lointains, bien qu'appartenant toujours au genre Canis. Il ne fait pas de doute que l'histoire originale de l'évolution des chiens à partir des loups a été la même que celle que Belaïev a récemment simulée sur des renards, avec cette différence que ce dernier a délibérément cherché à développer la docilité. Nos ancêtres ont agi par inadvertance, et ce phénomène s'est probablement produit séparément à plusieurs reprises dans différentes parties du monde. Il est possible que les êtres humains aient trouvé que ces détritivores étaient un bon moyen de se débarrasser de leurs détritus, et peut-être les ont-ils appréciés comme chiens de garde, voire comme édredons. Si ce scénario sympathique vous étonne, pensez que c'est l'ignorance qui a inspiré la légende médiévale des loups, symbole mythique de la terreur qui sort des bois. Nos ancêtres, qui vivaient à l'état sauvage, plus près de la nature, en savaient plus long que nous sur ce chapitre. La preuve, c'est qu'ils ont fini par domestiquer le loup, créant ainsi ce chien fidèle sur lequel on peut compter. Du point de vue des loups, les campements des hommes leur fournissaient des détritus, de véritables mines d'or pour éboueurs. Avaient le plus de chances d'en profiter ceux dont le niveau de sérotonine, la propension à la docilité et autres caractéristiques du cerveau faisaient qu'ils se sentaient bien avec les humains. Plusieurs auteurs ont imaginé un scénario plausible où des louveteaux abandonnés ont été adoptés par des enfants à titre d'animaux de compagnie. Des expériences ont montré que les chiens domestiques s'y entendent mieux que les loups pour lire les expressions sur les visages humains. C'est probablement une conséquence involontaire de notre évolution mutuelle sur de nombreuses générations. Dans le même temps, nous lisons sur la face des chiens, et leurs expressions faciales en sont arrivées à ressembler davantage à celles des humains que celles des loups, du fait de la sélection involontaire qu'ont exercée les humains. Voilà vraisemblablement pourquoi l'on trouve que le loup fait peur, alors que le chien donne l'impression d'être tour à tour affectueux, honteux, craquant, et ainsi de suite. Il y a un parallélisme lointain avec le cas du crabe samouraï japonais. Ce crabe sauvage a sur le dos un motif qui ressemble au visage d'un guerrier samouraï. La théorie darwinienne, pour expliquer ce phénomène, veut que les pêcheurs superstitieux rejetaient à la mer les crabes qui ressemblaient vaguement à un samouraï. De génération en génération, comme les gènes donnant la ressemblance avec un visage humain avaient plus de chances de survivre chez leur crabe, leur fréquence a augmenté dans la population jusqu'à devenir la norme aujourd'hui. Que cette histoire des crabes sauvages soit vraie ou non, c'est sûrement quelque chose de ce genre qui s'est produit dans l'évolution des animaux vraiment domestiqués. Revenons à l'exemple russe sur les renards, qui démontre la rapidité avec laquelle la domestication peut se produire, et la possibilité qu'un ensemble d'effets secondaires apparaissent dans le sillage de la sélection pour la docilité.
Il est tout à fait probable que la vache, le cochon, le cheval, le mouton, la chèvre, la poule, l'oie, le canard et le chameau aient suivi une voie tout aussi rapide et tout aussi riche en effets secondaires. Il semble aussi possible que nous-mêmes ayons évolué, après la révolution agricole, sur une voie de domestication parallèle, menant à notre propre version de docilité avec des caractères secondaires associés. Dans certains cas, l'histoire de notre propre domestication est clairement inscrite dans nos gènes. L'exemple classique, démontré de façon méticuleuse par William Derham dans son ouvrage Coévolution, est la tolérance au lactose. Le lait est l'aliment des bébés, il n'est pas destiné aux adultes et d'emblée, il n'est pas bon pour eux. Le lactose, le sucre qu'il contient, a besoin d'une enzyme particulière, la lactase, pour être digéré. Soit dit en passant, il est utile de garder en mémoire cette terminologie conventionnelle. Le nom d'une enzyme est souvent construit en ajoutant le suffixe -ase à la première partie du nom de la substance sur laquelle elle agit. Chez les jeunes mammifères, le gène qui produit la lactase se désactive quand ils passent l'âge normal du sevrage. Ce n'est pas, bien sûr, qu'ils n'ont pas ce gène. Les gènes qui ne sont nécessaires que pendant l'enfance ne disparaissent pas du génome, pas même chez le papillon, qui doit porter un grand nombre de gènes qui ne servent qu'à faire une chenille. Mais la production de lactase cesse chez le nourrisson humain vers l'âge de 4 ans, sous l'influence d'autres gènes actifs. Le lait frais donne aux adultes humains l'impression d'être malades, avec des symptômes qui vont des ballonnements et des douleurs abdominales à la diarrhée et au vomissement. Tous les adultes ? Non, bien sûr. Il y a des exceptions. J'en suis une. Et il y a de bonnes chances que vous aussi. Ma généralisation concernait l'espèce humaine dans l'ensemble, et par conséquent, l'Homo sapiens sauvage, dont nous descendons tous. C'est comme si j'avais dit « les loups sont des gros carnivores féroces qui chassent en meute et hurlent à la lune », en sachant très bien que les Pékinois et les Yorkshire démentent cette affirmation. La différence est que nous avons un mot séparé, chien, pour le loup domestique, mais pas pour l'homme domestique. Les gènes des animaux domestiques se sont modifiés sous l'effet de plusieurs générations de contact avec les êtres humains, suivant involontairement le même type de parcours que les gènes du renard commun. Les gènes des êtres humains, de certains d'entre eux du moins, se sont modifiés sous l'effet de plusieurs générations de contact avec les animaux domestiques. La tolérance au lactose semble avoir évolué dans une minorité de tribus, notamment chez les Tutsis du Rwanda, et dans une moindre mesure chez leurs ennemis traditionnels, les Hutus, les éleveurs Fulani d'Afrique de l'Ouest, mais phénomène intéressant pas dans la branche sédentaire des Fulani, chez les Sindhi du nord de l'Inde, les Touaregs de l'est de l'Afrique, les Béjas de l'est de l'Afrique du Nord, et dans certaines tribus européennes dont je descends, et vous aussi peut-être. Il est significatif que ce que toutes ces tribus ont en commun, c'est un passé marqué par le pastoralisme. À l'autre extrémité de la palette se trouvent les peuples qui ont conservé à l'âge adulte l'intolérance normale des humains au lactose. Ce sont les Chinois, les Japonais, les Inuits, la plupart des Amérindiens, les Javanais, les Fidjiens, les aborigènes d'Australie, les Iraniens, les Libanais, les Turcs, les Tamouls, les Cingalais, les Tunisiens et de nombreuses tribus d'Afrique, parmi lesquelles les San et les Tswana, les Zoulous, les Xhosa et les Swazis du sud de l'Afrique, les Dinka et les Nouers d'Afrique du Nord, ainsi que les Yoruba et les Igbos au centre de l'Afrique. Ces peuples intolérants au lactose n'ont en général pas un passé de pastoralisme. Certaines exceptions sont très instructives. Le régime traditionnel des Maasai de l'est de l'Afrique ne comporte pas grand-chose d'autre que du lait et du sang. On penserait donc qu'ils ont une tolérance particulière au lactose. Or ce n'est pas le cas, probablement parce qu'ils font cailler le lait avant de le consommer. Comme dans le fromage, le lactose est largement supprimé par les bactéries. C'est une manière de se débarrasser de ses effets indésirables, se débarrasser de la substance elle-même. L'autre manière, c'est de modifier ses gènes. C'est ce qui s'est produit dans les autres tribus pastorales énumérées précédemment. Bien sûr, personne ne change ses gènes à volonté. Actuellement, la science commence tout juste à découvrir comment y parvenir. Comme d'habitude, c'est la sélection naturelle qui s'en est chargée pour nous. Et cela, il y a des milliers d'années. Je ne sais pas exactement par quel chemin elle a produit la tolérance au lactose chez l'adulte, mais il se peut que les adultes aient eu recours à l'aliment des bébés dans des situations de désespoir et que les adultes qui le toléraient le mieux aient mieux survécu. Peut-être dans certaines cultures retardait-on le sevrage si bien que la survie des enfants dans ces conditions a peu à peu entraîné la tolérance chez les adultes. Quels qu'en soient les détails, cette modification, toute génétique qu'elle soit, a été induite par la culture. L'évolution de la domestication, avec l'augmentation de la production de lait chez la vache, la brebis et la chèvre, a eu lieu en parallèle avec celle de la tolérance au lactose dans les tribus qui les élevaient.
L'une et l'autre étaient des tendances évolutives, en ce sens qu'il s'agissait de modifications dans la fréquence de certains gènes dans des populations, mais les deux ont été induites par des changements culturels non génétiques. La tolérance au lactose est-elle seulement la pointe de l'iceberg? Est-ce que nos génomes sont pleins de marques de domestication, affectant non seulement notre composition chimique, mais aussi notre esprit? À l'instar des renards communs domestiqués de Belaïev et des loups domestiqués que nous appelons des chiens, sommes-nous devenus plus dociles, plus affectueux, avec l'équivalent humain des oreilles pendantes et de la queue qui frétille? Je vous laisse méditer cette question, et je m'empresse de poursuivre. Tandis que la chasse glissait vers l'élevage, la cueillette a probablement suivi une voie similaire vers la culture des plantes. Là aussi, ce changement s'est probablement effectué surtout involontairement. Il y a eu sans aucun doute des moments de découverte créatrice, comme quand les individus ont remarqué pour la première fois que si l'on mettait des graines dans le sol, elles donnaient des plantes semblables à celles d'où venaient les graines. Ou bien quand quelqu'un a été le premier à observer que cela fait du bien aux plantes de les arroser, de les désherber et de leur donner du fumier. Il a sans doute été plus facile d'imaginer que ce pourrait être une bonne idée de garder les meilleures graines pour les planter, au lieu de suivre la tendance évidente à consommer les meilleures et planter le rebut. Mon père tout frais et moulu du collège a enseigné l'agriculture à des paysans du centre de l'Afrique dans les années 1940. Il m'a dit que c'était là un des messages les plus difficiles à faire passer. Cependant, comme la transformation du chasseur en éleveur, celle du cueilleur en cultivateur est essentiellement passée inaperçue chez ceux qu'elle touchait. Beaucoup de nos produits alimentaires de base, entre autres le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le maïs, qui appartiennent à la famille des herbes, ont été énormément modifiés depuis l'aube de l'agriculture par la sélection humaine qui, involontaire dans les premiers temps, est devenue plus tard délibérée. Il est possible que nous aussi, nous soyons modifiés génétiquement au cours des millénaires pour accroître notre tolérance aux céréales, selon un mode parallèle à l'évolution de notre tolérance au lactose. Il est impossible que les céréales riches en amidon, comme le blé et l'avoine, aient eu une place prépondérante dans notre régime depuis la révolution agricole. À la différence des oranges et des fraises, les grains de céréales ne veulent pas être mangés. Le passage dans la voie digestive d'un animal ne s'inscrit pas dans leur stratégie de dispersion comme c'est le cas pour les noyaux de prunes ou les graines de tomates. De notre côté, la voie digestive humaine n'est pas capable, à elle seule, d'absorber beaucoup de nutriments des grains de la famille des herbes, avec leurs pauvres réserves d'amidon et leur enveloppe dure et résistante. Le broyage et la cuisson facilitent un peu les choses, mais il semble aussi concevable que, parallèlement à l'évolution de la tolérance au lait, nous ayons acquis une tolérance physiologique de plus en plus grande au gluten du blé par rapport à nos ancêtres sauvages. L'intolérance au gluten est un problème bien connu pour un grand nombre d'individus qui découvrent, à la suite d'une expérience pénible, qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils évitent d'en consommer. Une comparaison de l'incidence de l'intolérance au gluten chez des chasseurs-cueilleurs, comme les San, et chez d'autres peuples dont les ancêtres cultivateurs ont longtemps consommé du blé, peut être révélatrice. Il n'y a pas eu, que je sache, de grandes études comparatives de la tolérance au gluten, comme celle sur la tolérance au lactose, entre des tribus différentes. Une étude comparative systématique sur l'intolérance à l'alcool serait aussi intéressante. On sait en effet que certains allèles génétiques réduisent la capacité de notre foie à décomposer l'alcool comme nous le voudrions. De toute façon, la coévolution entre les animaux et leurs plantes nourricières n'avait rien de nouveau. Les animaux qui paissent exercent une sorte de sélection darwinienne sur les herbes, en orientant leur évolution vers une coopération mutuelle, et cela depuis des millions d'années, avant que nous ayons commencé à domestiquer le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et le maïs. Les herbes prospèrent quand elles servent de pâture, ce qui a probablement été le cas pendant la plus grande partie des 20 millions d'années après leur apparition, signalée par leur pollen dans les fossiles que nous détenons. Ce n'est pas, bien sûr, le fait d'être consommé qui avantage réellement les plantes en général, mais les herbes supportent mieux la cueillette que les plantes concurrentes. L'ennemi de mon ennemi étant mon ami, même quand elles sont broutées, les herbes prospèrent quand les herbivores mangent, en même temps qu'elles, d'autres plantes qui leur disputeraient la terre, le soleil et l'eau. Elles ont acquis au fil de ces millions d'années une capacité toujours plus grande à prospérer en présence de bovins sauvages, d'antilopes, de chevaux et d'autres herbivores, dont les tondeuses à gazon. Et au fur et à mesure, ces herbivores ont été mieux équipés, notamment avec des dents spécialisées et des appareils digestifs comprenant des cuves de fermentation avec des cultures de micro-organismes pour prospérer en s'en nourrissant. Ce n'est pas ce que nous entendons d'ordinaire par domestication, mais en fait, ça n'en est pas loin. Quand nos ancêtres ont commencé, il y a environ 10 000 ans, à domestiquer les herbes sauvages du genre Triticum pour qu'elles deviennent ce que nous appelons maintenant le blé,
C'était en un sens la poursuite du traitement que les herbivores avaient réservé aux ancêtres de Triticum pendant 20 millions d'années. Nos ancêtres ont accéléré ce processus, en particulier quand nous sommes passés de la domestication accidentelle, involontaire, à la domestication délibérée et à la reproduction sélective programmée, et très récemment au développement d'hybrides et au contrôle des mutations génétiques par les scientifiques. C'est tout ce que je voulais dire sur les origines de l'agriculture. Maintenant que notre machine à remonter le temps quitte la borne des 10 000 ans en direction du rendez-vous zéro, nous faisons encore une brève halte aux alentours de moins 40 000 ans. C'est là que la société humaine, faite de chasseurs-cueilleurs, a subi ce qui a peut-être été une révolution encore plus grande que celle de l'agriculture, le grand bond en avant culturel. Celui qui va nous en parler, c'est l'homme de Cro-Magnon, qui tient son nom de la grotte en Dordogne où l'on a découvert pour la première fois des fossiles de cette race d'Homo sapiens. Il était une fois l'homme de Cro-Magnon. Les données de l'archéologie laissent penser que notre espèce a commencé à vivre quelque chose de très particulier vers moins 40 000 ans. Sur le plan anatomique, nos ancêtres qui vivaient avant ce grand tournant étaient pareils à ceux qui sont venus par la suite. Les êtres humains échantillonnés auparavant n'étaient pas plus différents de nous qu'ils ne l'étaient de leurs contemporains dans d'autres parties du monde, ou, à vrai dire, que nous ne le sommes de nos contemporains. Enfin, si vous regardez leur anatomie, car si vous regardez leur culture, il y a une énorme différence. Il y a aussi, bien sûr, aujourd'hui, d'énormes différences entre les différents peuples à travers le monde, comme il y en avait probablement en ce temps-là. Mais ce n'était pas vrai si nous remontons bien en deçà de 40 000 ans. Il s'est alors passé quelque chose, une chose suffisamment soudaine aux yeux de beaucoup d'archéologues pour qu'ils en parlent comme d'un événement. J'aime bien le nom que lui donne Jared Diamond, le grand bond en avant. Jusque-là, les artefacts humains avaient à peine changé pendant 1 million d'années. Ceux qui nous sont parvenus sont pratiquement tous des outils et des armes de pierre de forme très grossière. Sans aucun doute, le bois, ou en Asie le bambou, était un matériau plus souvent utilisé, mais les vestiges de bois se conservent mal. Pour autant qu'on puisse le dire, il n'y avait pas de peinture, pas de sculpture, pas de statuettes, pas d'objets funéraires, pas de décoration. Avant le grand bond en avant, tout cela est apparu soudain dans les archives archéologiques avec des instruments de musique comme des flûtes en os, et très vite, les hommes de Cro-Magnon ont réalisé des œuvres stupéfiantes, comme les peintures rupestres de la grotte de Lascaux. Un observateur impartial regardant de loin, d'une autre planète, pourrait voir notre culture moderne, avec ses ordinateurs, ses avions supersoniques et l'exploration de l'espace, comme un simple prolongement de ce grand bond en avant. Sur la très longue échelle de temps de la géologie, toutes nos réalisations modernes, de la chapelle Sixtine à la relativité spéciale, des variations Goldberg à la conjecture de Goldbach, pourraient sembler pratiquement contemporaines de la Vénus de Willendorf et de la grotte de Lascaux, faisant toutes partie de la même évolution culturelle, du jaillissement culturel qui a suivi la longue stagnation du Paléolithique inférieur. En réalité, je ne suis pas sûr que la vision uniformisante de notre observateur interplanétaire résisterait à une analyse approfondie, mais on peut la défendre au moins un court instant. Dans L'esprit de la grotte, la conscience et les origines de l'art, David Lewis Williams étudie toute la question de l'art des cavernes du Paléolithique supérieur et ce que cet art peut nous dire sur l'éveil de la conscience chez Homo sapiens. Certaines autorités sont si impressionnées par le grand bond en avant qu'elles pensent qu'il a coïncidé avec l'origine du langage. Quoi d'autre, se demande-t-elle, pourrait expliquer un changement aussi soudain ? Il n'est pas aussi stupide que ça en a l'air de dire que le langage est apparu tout d'un coup. Personne ne pense que l'écriture remonte à plus de quelques milliers d'années, et tout le monde s'accorde pour dire que l'anatomie du cerveau n'a pas changé pour coïncider avec une chose aussi récente que l'invention de l'écriture. En théorie, la parole pourrait être un autre exemple du même phénomène. Je pense toutefois, et mon avis est corroboré par l'autorité de linguistes tels que Steven Pinker, que le langage est apparu avant le grand bond en avant. Nous reviendrons sur cette question dans 1 million d'années dans le passé, quand notre pèlerinage atteindra l'Homo ergaster erectus. Si ce n'est pas avec le langage lui-même, peut-être le grand bond en avant a-t-il coïncidé avec la découverte brutale de ce que nous pourrions appeler un nouveau programme, un nouveau truc de grammaire, comme la proposition conditionnelle, dont le « et si » aurait d'un seul coup ouvert tout grand les portes de l'imagination. Ou bien, peut-être est-ce qu'un langage précoce, antérieur à ce bond, ne pouvait servir que pour parler de ce qui se trouvait devant soi, dans l'instant. Un certain génie oublié aurait réalisé la possibilité d'utiliser les mots de façon référentielle, comme des symboles d'objets qui n'étaient pas directement présents. C'est toute la différence entre ce puits que nous voyons, toi et moi,
et imagine qu'il y ait un trou d'eau de l'autre côté de la colline. Ou bien encore, l'art descriptif, qui est absolument inconnu dans les archives archéologiques avant le grand bond en avant, aurait favorisé l'accès au langage référentiel. Il est possible que les individus aient appris à dessiner des bisons avant d'apprendre à parler de bisons, qui n'étaient pas sous leurs yeux. J'aurais bien aimé pouvoir m'attarder sur cette période fascinante du grand bond en avant, mais un long pèlerinage nous attend, et nous devons avancer. Nous arriverons bientôt au point où nous pourrons commencer à chercher le co-ancêtre zéro, l'ancêtre le plus récent de tous les humains survivants. Rendez-vous zéro, l'espèce humaine tout entière. Le projet du génome humain a été mené à son terme sous les acclamations de la communauté humaine qui se félicitait à juste titre de cette réalisation. On pourrait cependant se demander à juste titre quelle est la personne dont le génome a été séquencé. Est-ce un illustre notable qui a été choisi pour avoir cet honneur, ou un quidam pris au hasard dans la rue, ou même un clone anonyme de cellules provenant d'une culture de tissus en laboratoire? Ce n'est pas la même chose, car nous sommes très différents les uns des autres. Moi, j'ai les yeux marrons, alors que vous les avez peut-être bleus. Moi, je peux enrouler ma langue dans un tube, alors qu'il y a une chance sur deux que vous n'y arriviez pas. Alors, laquelle des deux versions du gène pour enrouler sa langue a-t-elle fait son chemin dans le génome humain qui a été publié? Quel est le canon pour la couleur des yeux? Je ne pose cette question que pour établir un parallèle. Ce livre audio suit nos ancêtres à la trace en remontant dans le temps. Mais les ancêtres de qui? Les vôtres ou les miens? Ceux d'un pygmée bambouti ou ceux d'un Ilien du détroit du Torrès? J'y viendrai tout à l'heure. Pour l'instant, comme j'ai une question analogue concernant le génome humain, je ne peux pas la laisser en suspens. Quel est l'individu que l'on choisit pour analyser son génome? En ce qui concerne le projet officiel, la réponse est que, étant donné le faible pourcentage des lettres de l'ADN qui varie, l'individu dont le génome sert de référence a été choisi à l'issue d'un vote, à la majorité parmi 200 personnes qui ont été sélectionnées pour offrir une large gamme de diversité raciale. En ce qui concerne le projet concurrent, lancé à l'initiative du Dr Craig Venter, le génome analysé a été essentiellement celui de Craig Venter lui-même. Et c'est lui qui l'a annoncé, à la consternation discrète du comité d'éthique qui avait recommandé, pour toutes sortes de raisons aussi généreuses que valables, que les donneurs soient anonymes et tirés au hasard dans toute une palette de races différentes. Il existe d'autres projets pour étudier la diversité génétique elle-même, et bizarrement, ils font toujours l'objet d'attaques politiques, comme s'il était en quelque sorte indécent de reconnaître qu'il existe des différences entre les êtres humains. Dieu merci, nous sommes différents les uns des autres, voire très différents. Mais revenons-en maintenant à notre pèlerinage. Des ancêtres de quel individu allons-nous suivre la trace? Si nous remontons suffisamment loin dans le temps, les ancêtres de tout le monde sont communs à tous. Tous vos ancêtres sont les miens, qui que vous soyez. Et tous les miens sont les vôtres. Et pas à peu près, mais littéralement. C'est une de ces vérités qui, à la réflexion, n'ont pas besoin d'être démontrées plus avant. Nous en apportons la preuve par la pure raison, par la technique mathématique du raisonnement par l'absurde. Amener notre machine imaginaire à remonter le temps à une époque absurdement reculée, disons à 100 millions d'années, à une époque où nos ancêtres ressemblaient à des musaraignes ou à des opossums. Quelque part dans le monde à cette époque lointaine, il devait exister au moins un de mes ancêtres, sinon je ne serais pas là. Appelons ce petit mammifère particulier Henri, il se trouve que c'est aussi un nom de famille. Nous cherchons à prouver que si Henri est mon ancêtre, il est nécessairement aussi le vôtre. Imaginez un instant le contraire. Je descends d'Henri et pas vous. Pour que ce soit vrai, il faudrait que votre lignée et la mienne aient marché côte à côte, mais sans jamais se toucher pendant 100 millions d'années d'évolution jusqu'à aujourd'hui, sans jamais se croiser, mais pour arriver en fin de compte à la même destination évolutive, en se ressemblant tellement que les personnes de votre famille sont malgré tout capables de se reproduire avec celles de la mienne. Ce raisonnement est de toute évidence absurde. Si Henri est mon ancêtre, il est nécessairement le vôtre. S'il ne l'est pas, il ne peut pas être le vôtre. Consultez l'annexe illustration numéro 2. C'est une représentation stylisée de l'arbre généalogique de la famille humaine qui ne prétend pas être une description exacte. L'arbre véritable serait d'une densité inimaginable. En descendant la page, on remonte dans le temps. L'échelle du temps géologique, illustration 1 en annexe, étant donnée sur la barre qui figure à droite. Les lignes grises illustrent les croisements, un grand nombre d'entre eux ayant lieu à l'intérieur des continents,
avec des migrations occasionnelles d'un continent à l'autre. Le chiffre entouré d'un cercle marque le co-ancêtre 0, l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains vivants. Vous pouvez le vérifier par vous-même. En suivant les voies qui remontent à partir de lui, vous pouvez arriver à n'importe quel être humain des temps modernes. Sans préciser ce qu'on entend par « suffisamment loin dans le temps », nous avons seulement démontré qu'un individu suffisamment ancien, du moment qu'il a des descendants humains, doit être un ancêtre de la race humaine tout entière. L'ascendance lointaine d'un groupe particulier de descendants, tel que l'espèce humaine, relève du tout ou rien. Qui plus est, il est parfaitement possible qu'Henri soit mon ancêtre, et nécessairement le vôtre, puisque vous êtes suffisamment humain pour pouvoir entendre ce livre audio, alors que son frère Eric est l'ancêtre, disons, de tous les oryctéropes survivants. Non seulement c'est possible, mais c'est un fait remarquable qu'il s'est nécessairement trouvé à un moment de l'histoire où existaient deux animaux de la même espèce dont l'un est devenu l'ancêtre de tous les êtres humains et d'aucun oryctérope, et l'autre celui de tous les oryctéropes et d'aucun être humain. Ils ont très bien pu se rencontrer, voire être frères. Si vous remplacez l'oryctérope par n'importe quelle espèce de votre choix, cette affirmation sera toujours vraie. Réfléchissez-y bien, et vous trouverez qu'il s'ensuit que toutes les espèces sont cousines les unes des autres. Ce faisant, gardez à l'esprit que l'ancêtre de tous les oryctéropes sera aussi l'ancêtre d'un tas d'autres sujets à côté des oryctéropes. En l'occurrence, la totalité de ce groupe majeur qu'on appelle les afrothériens, que nous rencontrerons au rendez-vous 13 et qui comprend les éléphants et les dugons, ainsi que les damans et les tenrecs de Madagascar. Ma démonstration était construite selon un raisonnement par l'absurde. Elle présupposait qu'Henri avait vécu il y a suffisamment longtemps pour qu'il soit évident qu'il ait engendré ou bien tous les êtres humains vivants ou bien aucun. Combien de temps faut-il pour que ce soit suffisamment longtemps? La question est plus difficile. 100 millions d'années est plus qu'il n'en faut pour garantir notre conclusion. Si nous ne remontons que de 100 ans, aucun individu ne peut prétendre avoir la race humaine tout entière comme descendant direct. Entre ces deux cas évidents de 100 ans et de 100 millions d'années, que pouvons-nous dire de ces intermédiaires peu évidents que sont les 10 000 ans, 100 000 ans ou 1 million d'années? Ces calculs précis étaient au-delà de mes capacités quand j'ai expliqué ce raisonnement dans « Qu'est-ce que l'évolution? Le fleuve de la vie ». Mais heureusement, un statisticien de l'université Yale, Joseph T. Chang, s'est maintenant attaqué à cette question. Ces conclusions et leurs implications vont être exposées par le tasmanien, ce qui est tout à fait approprié pour ce rendez-vous, car le co-ancêtre 0 est l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains vivants. Ce sont des versions de calcul plus élaborées, du genre de ceux de Chang, dont nous avons besoin pour dater le rendez-vous 0. Dans notre pèlerinage, le rendez-vous 0 est le moment où nous rencontrons pour la première fois un ancêtre commun aux êtres humains. Or, d'après notre raisonnement par l'absurde, il existe un point plus éloigné dans le passé où chaque individu que nous rencontrons avec notre machine à remonter le temps sera soit un ancêtre commun, soit pas un ancêtre. Et même si aucun ancêtre ne pourra être identifié à cette étape lointaine, il méritera d'être salué au passage, car il marquera le point où nous pouvons cesser de nous préoccuper de savoir si ce sont vos ancêtres ou les miens dont nous suivons la trace. À partir de cette borne, tous mes auditeurs marcheront côte à côte dans une cohorte de pèlerins vers le passé. Il était une fois le Tasmanien, rédigé avec la collaboration de Yan Wang. La recherche de ses ancêtres peut être un passe-temps passionnant. Comme pour l'histoire, il y a deux méthodes. Vous pouvez remonter dans le temps en dressant la liste de vos 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez prendre un ancêtre lointain et descendre en dressant la liste de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que vous arriviez à vous. Les généalogistes amateurs font les deux, faisant des va-et-vient entre les générations jusqu'à ce qu'ils aient rempli l'arbre autant que le permettent les registres de paroisse et les bibles familiales. Cette histoire, comme ce livre audio dans son ensemble, utilise la méthode ascendante. Si vous prenez 2 personnes au hasard et que vous remontez dans le temps, tôt ou tard, nous tomberons sur un ancêtre commun le plus récent, ACPR. Vous et moi, le plombier et la reine, le moindre ensemble converge nécessairement sur un co-ancêtre ou un couple unique. Mais à moins de choisir des parents proches, il faut pour trouver un co-ancêtre un énorme arbre généalogique, dont la plus grande partie sera inconnue. Cela s'applique a fortiori au co-ancêtre de tous les êtres humains vivants aujourd'hui. Dater le co-ancêtre 0, l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres vivants, est un travail qui sort des compétences du généalogiste patenté. Faisant appel à des estimations, c'est une tâche de mathématicien.
Le spécialiste de mathématiques appliquées essaie de comprendre le monde réel en concevant une version simplifiée, un modèle. Ce modèle facilite la réflexion sans perdre la capacité d'éclairer la réalité. Il nous donne parfois une base de départ à partir de laquelle nous pouvons faire la lumière sur le monde réel. Pour construire un modèle mathématique de façon à dater les ancêtres communs de tous les êtres humains survivants, ce qui simplifie bien les choses, c'est de postuler l'existence d'une population de taille fixe et constante qui se reproduit et qui vit sur une île, qui ne connaît ni immigration ni émigration, une sorte de monde miniature. Mettons que ce soit une population idéalisée d'aborigènes de Tasmanie dans des temps plus heureux, avant qu'ils aient été exterminés comme des parasites par les colons du XIXe siècle. La dernière Tasmanienne de pure souche, Truganini, est morte en 1876, peu après son ami King Billy, dont le scrotum a été transformé en blague à tabac. Cela fait penser aux abat-jours nazis. Les aborigènes tasmaniens ont été isolés, il y a quelque 13 000 ans, quand les bandes de terre qui reliaient la Tasmanie à l'Australie ont été submergées par la montée du niveau des mers, à la suite de quoi ils n'ont plus vu d'étrangers jusqu'à leur retour en force lorsqu'ils ont subi cet holocauste au XIXe siècle. Pour les besoins de notre modèle, nous considérons que la Tasmanie est restée totalement coupée du monde pendant 13 000 ans, jusqu'en 1800, le temps présent étant défini comme l'an 1800 après Jésus-Christ. L'étape suivante consiste à modéliser le schéma de l'accouplement. Dans le monde réel, les individus tombent amoureux ou passent par des mariages arrangés, mais ici, nous sommes des concepteurs de modèles, remplaçant froidement les détails humains par des équations plus maniables. Nous pouvons imaginer plus d'un modèle d'accouplement. Dans le modèle de la diffusion aléatoire, les hommes et les femmes se comportent comme des particules qui se propagent vers l'extérieur à partir de leur lieu de naissance, en ayant plus de chances de se cogner dans leurs proches voisins que dans leurs voisins plus lointains. Un modèle encore plus simple et moins réaliste est celui de l'accouplement aléatoire. Là, nous ignorons complètement la distance et nous supposons simplement que, strictement à l'intérieur de l'île, les accouplements entre n'importe quel homme et n'importe quelle femme ont autant de chances de se produire. Bien sûr, ces deux modèles sont absolument impossibles. La propagation aléatoire présuppose que les individus se déplacent dans n'importe quelle direction à partir de leur point de départ. Dans la réalité, il y a des chemins ou des routes que leurs pas doivent emprunter, des conduits étroits qui mènent les gènes à travers les forêts et les prairies de l'île. Le modèle d'accouplement aléatoire est encore plus irréaliste. Peu importe, nous construisons des modèles pour voir ce qui arrive dans des situations idéales simplifiées. Cela peut réserver des surprises. Il faut ensuite voir si le monde réel en réserve autant, ou moins, et dans quelle direction. Suivant une longue tradition de généticiens mathématiques, Joseph Chang a opté pour l'accouplement aléatoire. Son modèle ne tenait pas compte de la taille de la population, en présupposant qu'elle était constante, ni les particularités de la Tasmanie, mais nous présupposerons, là encore en simplifiant beaucoup, mais c'est volontaire, que notre population modèle est restée constante au chiffre de 5000, ce qui est une estimation de la population aborigène de la Tasmanie en 1800, avant le début du massacre. Je dois redire que les simplifications sont dans l'essence de la modélisation mathématique. Ce n'est pas une faiblesse de la méthode, mais, à certains égards, une force. Bien sûr, Chang ne croyait pas que la population s'accouplait au hasard, pas plus que Clyde ne croyait que les lignes n'ont pas d'épaisseur. Nous suivons des suppositions abstraites pour voir où elles mènent, puis nous décidons si le détail des différences avec le monde réel est important. La question est donc de savoir à combien de générations il faut remonter pour être raisonnablement sûr de trouver un individu qui soit l'ancêtre de tous ceux qui vivent aujourd'hui. La réponse calculée à partir du modèle abstrait est le logarithme, base 2, de la taille de la population. Le logarithme à base 2 d'un nombre est le nombre de fois qu'il faut multiplier 2 par lui-même pour obtenir ce nombre. Pour obtenir 5000, il faut multiplier 2 par lui-même environ 12,3 fois, si bien que, pour notre exemple de la Tasmanie, la théorie nous dit de remonter à 12,3 générations pour trouver le co-ancêtre commun. En partant du principe qu'il y a 4 générations par siècle, cela fait moins de 4 siècles. C'est même encore moins si les individus se reproduisent avant l'âge de 25 ans. J'ai donné le nom de Chang 1 à la date de l'ancêtre commun le plus récent d'une population donnée. En continuant à remonter à partir de Chang 1, il ne faut pas longtemps pour atteindre le point que j'appellerais Chang 2, où tous les individus ou bien sont un ancêtre commun ou bien n'ont pas de descendants survivants. C'est seulement dans le bref intervalle entre Chang 1 et Chang 2 qu'il existe une catégorie intermédiaire d'individus qui ont quelques descendants survivants mais sans être des ancêtres communs de tous. La déduction étonnante à laquelle on arrive, et je ne donnerai pas les détails du raisonnement qui y a conduit, c'est qu'à Chang 2, un grand nombre d'individus sont des ancêtres universels.
environ 80% des individus de n'importe quelle génération seront en théorie les ancêtres de tous les individus vivants dans un avenir lointain. En ce qui concerne les dates, les calculs disent que Chang 2 est à peu près 1,77 fois plus ancien que Chang 1. 1,77 multiplié par 12,3 donne juste un peu moins de 22 générations, c'est-à-dire entre 5 et 6 siècles. En voyageant en Tasmanie, dans notre machine à remonter le temps, vers l'époque de Chaucer en Angleterre, nous entrons donc dans un territoire du tout ou rien, en poursuivant à partir de là, jusqu'au temps où la Tasmanie était reliée à l'Australie et où il est impossible de dire ce qui va se passer, chaque individu qui rencontrera notre machine, ou bien aura la population tout entière comme descendant, ou bien n'en aura aucun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis frappé de voir à quel point ces dates issues du calcul sont récentes. Qui plus est, les conclusions ne changent pas beaucoup si vous partez d'une population beaucoup plus importante. En prenant dans notre modèle une population de la taille de celle de la Grande-Bretagne aujourd'hui, soit 60 millions, il nous suffit toujours de remonter à 23 générations pour atteindre Chang 1 et notre ancêtre universel le plus récent. Si ce modèle s'appliquait à la Grande-Bretagne, Chang 2, où tout le monde est ou bien l'ancêtre de tous les Britanniques d'aujourd'hui, ou bien l'ancêtre de personne, se trouverait seulement à 40 générations, soit aux alentours de l'an 1000. Si les présupposés du modèle sont vrais, et ils le sont bien sûr, le roi Alfred le Grand est ou bien l'ancêtre de tous les Britanniques d'aujourd'hui, ou bien celui d'aucun. Il faut que je répète les mises en garde que j'ai données au début. Il y a toutes sortes de différences entre les populations modèles et les vraies, que ce soit en Grande-Bretagne, en Tasmanie ou ailleurs. La population de la Grande-Bretagne a énormément augmenté au cours de l'histoire pour atteindre sa taille actuelle, ce qui change tous les calculs. Dans toute population réelle, les personnes ne s'accouplent pas au hasard. Elles donnent la préférence à leur tribu, au groupe qui parle leur langue, ou à la zone où elles se trouvent et, naturellement, elles ont toutes des préférences individuelles. En Grande-Bretagne, l'histoire complique encore les choses en ce sens que, bien qu'elle soit géographiquement une île, sa population est loin d'être isolée. Des vagues d'immigrants venus d'Europe y ont déferlé au cours des siècles, notamment les Romains, les Saxons, les Danois et les Normands. Si la Tasmanie et la Grande-Bretagne sont des îles, le monde est une île plus vaste, puisqu'il ne connaît pas d'immigration et d'émigration, en dehors des enlèvements par des extraterrestres en soucoupe volante. Mais il est imparfaitement subdivisé en continents et en plus petites îles, avec non seulement la mer, mais aussi des chaînes de montagnes, des fleuves et des déserts, qui compliquent plus ou moins les déplacements des individus. La complexité des écarts par rapport à la norme de l'accouplement aléatoire fausse nos calculs, et de beaucoup. La population mondiale actuelle est de 6 milliards d'individus, mais il serait absurde de chercher le logarithme de 6 milliards, de le multiplier par 1,77 et d'accepter naïvement la date de 500 après Jésus-Christ pour celle du rendez-vous zéro. La véritable date est plus ancienne, ne serait-ce que parce que des isolats d'êtres humains sont restés à l'écart bien plus longtemps que ce que nous donnent nos calculs. Si une île a été isolée pendant 13 000 ans, ce qui est le cas de la Tasmanie, il est impossible que l'ensemble de la race humaine ait un ancêtre universel à moins de 13 000 ans. Il suffit de l'isolement partiel de sous-population ou de la moindre forme d'accouplement non aléatoire pour bouleverser tous nos calculs bien propres. La date du début de l'isolement de la population d'une île la plus isolée du monde fait reculer la date limite du rendez-vous zéro. Mais pour prendre vraiment en compte ce recul du seuil, il faut que cet isolement soit complet, du fait du chiffre de 80% que nous avons vu précédemment. Un seul migrant en Tasmanie, une fois qu'il a été suffisamment accepté dans la société pour s'y reproduire normalement, a 80% de chances de finir par devenir un ancêtre commun de tous les Tasmaniens. Ainsi, il suffit même de migrations infimes pour accorder l'arbre généalogique d'une population isolée par ailleurs à celui du continent. La date du rendez-vous zéro pourrait dépendre de celle à laquelle la poche d'êtres humains la plus isolée a commencé à être totalement isolée de sa voisine, ajoutée à celle à laquelle sa voisine a commencé à son tour à être totalement isolée de sa voisine, et ainsi de suite. Il faudrait peut-être faire quelques sauts de puce d'île en île avant de pouvoir accorder ensemble tous les arbres généalogiques. Mais la rencontre avec le co-ancêtre zéro n'en serait retardée que d'un nombre de siècles insignifiant. Cela situerait donc le rendez-vous zéro à il y a quelques dizaines de milliers d'années, vraisemblablement à quelques centaines de milliers d'années, mais pas plus loin. Pour ce qui est de l'endroit où a eu lieu le rendez-vous zéro, c'est presque aussi surprenant. Vous pourriez être tenté de penser à l'Afrique, ce qui a été ma première réaction. Comme c'est en Afrique que se trouvent les plus profondes divisions génétiques de l'espèce humaine, il pourrait paraître logique d'y chercher un ancêtre commun à tous les êtres humains vivants.
On a dit à juste titre que si l'on supprimait l'Afrique subsaharienne, on perdrait la grande majorité de la diversité génétique humaine, alors que si l'on supprimait tout sauf l'Afrique, ça ne changerait pas grand-chose. Pourtant, il est bien possible que le coancêtre zéro ait vécu en dehors de l'Afrique. Le coancêtre zéro est l'ancêtre commun le plus récent qui réunit la population la plus isolée géographiquement, mettons celle de la Tasmanie pour les besoins de la démonstration, au reste du monde. Si nous supposons que les populations de tout le reste du monde, y compris l'Afrique, se sont permis au moins quelques croisements pendant une longue période où la Tasmanie a été totalement isolée, la logique des calculs de Chang pourrait nous amener à soupçonner le coancêtre zéro d'avoir vécu en dehors de l'Afrique, près du point d'embarquement des migrants, dont la progéniture est devenue des immigrants tasmaniens. Pourtant, ce sont les groupes africains qui comportent toujours la plus grande diversité génétique de l'humanité. Ce paradoxe apparent sera résolu dans le message de notre prochain orateur où nous explorerons les arbres généalogiques des gènes au lieu de ceux des individus. Notre conclusion surprenante, c'est que le coancêtre zéro a probablement vécu il y a des dizaines de milliers d'années et très vraisemblablement pas en Afrique. D'autres espèces aussi pourraient avoir en général des ancêtres communs très récents. Mais ce n'est pas la seule partie du message du Tasmanien qui nous oblige à examiner les idées de la biologie sous un éclairage nouveau. Pour les professionnels darwiniens, il semble paradoxal que 80% d'une population deviennent des ancêtres universels. Je m'explique. Nous avons l'habitude de penser que les organismes individuels s'efforcent de maximiser une quantité qu'on appelle la fitness. Ce que ce terme recouvre exactement ne fait pas l'unanimité. Beaucoup penchent pour le nombre total d'enfants, et d'autres préfèrent le nombre total de petits-enfants. Mais comme il n'y a pas de raison de s'arrêter aux petits-enfants, de nombreux spécialistes aiment mieux dire quelque chose comme le nombre total de descendants vivants à un certain moment, dans un futur lointain. Mais cela semble poser un problème si, dans notre population théoriquement idéalisée, sans sélection naturelle, on peut s'attendre à ce que 80% d'entre elles aient un maximum de fitness, c'est-à-dire prétendre avoir pour descendants la population entière. C'est important pour les darwiniens car ils partent en général du principe que la fitness est ce que tous les animaux s'efforcent de développer au maximum au prix d'une lutte incessante. Il y a longtemps que je dis que la seule raison pour laquelle un organisme se comporte comme une entité quasiment dotée de détermination, capable d'aller jusqu'au bout de n'importe quoi, est qu'il est construit par des gènes qui ont survécu à travers les générations passées. On peut être tenté d'y voir une personne et de lui attribuer des intentions, de traduire la survie des gènes dans le passé par quelque chose comme l'intention de se reproduire dans le futur, ou l'intention de l'individu d'avoir de nombreux descendants dans le futur. Cette personnification peut aussi s'appliquer aux gènes. Nous sommes tentés de voir les gènes comme influençant les corps des individus pour qu'ils se comportent de manière à augmenter le nombre de leurs futures copies. Les scientifiques qui s'expriment de cette façon, que ce soit au niveau de l'individu ou du gène, savent très bien que ce n'est qu'une façon de parler. Les gènes ne sont que des molécules d'ADN. Il faudrait être complètement fou pour croire que les gènes égoïstes ont réellement une intention délibérée de survivre. Nous pouvons toujours reformuler cette idée dans un langage plus respectable. Le monde se remplit progressivement des gènes qui ont survécu dans le passé. Comme le monde a une certaine stabilité et ne change pas au petit bonheur, les gènes qui ont survécu dans le passé ont tendance à être ceux qui seront capables de survivre dans le futur. Cela signifie capables de programmer des corps pour survivre et faire des enfants, des petits-enfants et des descendants lointains. Ainsi, nous sommes revenus à notre définition de la fitness, fondée sur l'individu et tournée vers l'avenir. Mais nous admettons maintenant que les individus ne comptent que comme véhicules de la survie des gènes. Le fait pour les individus d'avoir des petits-enfants et des descendants lointains n'est qu'un moyen pour l'objectif qu'est la survie des gènes. Ce qui nous ramène, une fois de plus, à notre paradoxe. Il semble que 80% des individus qui se reproduisent se bousculent au premier rang avec une fitness saturée au maximum. Pour résoudre ce paradoxe, revenons à la base théorique. Les gènes. Nous neutralisons un paradoxe en créant un autre, un peu comme si l'on pouvait réparer une injustice par une autre. Réfléchissez-y. Un organisme individuel peut être un ancêtre universel de la population tout entière à un certain moment éloigné dans le futur, sans qu'un seul de ces gènes ne survive dans ce futur. Comment est-ce possible ? Chaque fois qu'un individu a un enfant, exactement la moitié de ses gènes vont dans cet enfant. Et chaque fois qu'il a un petit-enfant, celui-ci reçoit en moyenne un quart de ses gènes. À la différence de la progéniture de la première génération, où la proportion de la contribution de chaque parent est exacte, le chiffre pour chaque petit enfant est d'ordre statistique. Il pourrait être supérieur au quart ou inférieur. La moitié de vos gènes viennent de votre père et la moitié de votre mère. Quand vous faites un enfant,
quelle est la moitié de vos gènes que vous lui donnez? En moyenne, ces gènes viendront en partie égale de ceux que vous avez reçus à l'origine du grand-père de l'enfant et de ceux que vous avez reçus à l'origine de sa grand-mère. Mais, par hasard, il se pourrait que vous lui donniez tous les gènes de votre mère et aucun de votre père. En ce cas, votre père n'aurait donné aucun de ces gènes à son petit enfant. Bien sûr, ce scénario est extrêmement improbable, mais au fil des générations, l'absence totale de contribution des gènes devient davantage possible. En moyenne, vous pouvez vous attendre à ce qu'un huitième de vos gènes arrive dans chacun de vos arrière-petits-enfants, un 16e dans chaque arrière-arrière-petit-enfant, mais ce pourrait être plus ou moins, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chance d'une contribution de 0, à proprement parler à un descendant donné, devienne significative. Dans notre population tasmanienne hypothétique, la date de Chang 2 remonte à 22 générations. Ainsi, quand nous disons que 80% des individus de la population peuvent s'attendre à être les ancêtres de tous les individus survivants, nous parlons de leurs arrière-petits-enfants, à la 22e génération. La proportion du génome d'un ancêtre que l'on peut s'attendre à trouver, en moyenne, dans un de ses descendants à la 22e génération, est de 1 sur 4 millions. Comme le génome humain n'a que des dizaines de milliers de gènes, il apparaîtrait que la proportion de 1 sur 4 millions serait particulièrement minime. Ce ne sera pas tout à fait comme ça, bien sûr, car la population de notre Tasmanie n'est que de 5000 habitants. N'importe quel individu peut descendre d'un ancêtre particulier par un grand nombre de voies différentes. Mais il pourrait quand même arriver par hasard que certains ancêtres universels se trouvent en fin de compte n'avoir légué aucun de leurs gènes à la postérité lointaine. Je suis peut-être partial, mais je vois là une raison de plus pour revenir aux gènes comme cible de la sélection naturelle, pour orienter sa pensée sur le passé en regardant les gènes qui ont survécu jusqu'à présent, plutôt que sur l'avenir en pensant aux individus, ou à vrai dire aux gènes, qui essaient de survivre dans le futur. Cette intentionnalité, dans la façon de penser prospective, peut être utile si elle est employée avec prudence et bien comprise, mais elle n'est pas vraiment nécessaire. Il est tout aussi éclairant de voir les gènes de façon rétrospective, quand on y est habitué, et cela risque moins de donner la mauvaise réponse. Le Tasmanien nous a parlé des ancêtres généalogiques, les individus dans l'histoire qui sont des ancêtres d'individus vivant aujourd'hui dans le sens conventionnel des généalogistes, les ancêtres humains. Or, ce que vous pouvez faire pour les êtres humains, vous pouvez le faire pour les gènes. Les gènes ont aussi des gènes parents, des gènes grands-parents, des gènes petits-enfants. Les gènes, eux aussi, ont des pédigrés, des arbres généalogiques, des ancêtres communs les plus récents, ACPR. Ils ont eux aussi leur rendez-vous zéro. Et là, nous pouvons dire que la majorité d'entre eux, leur propre rendez-vous zéro, se trouvait en Afrique. Cette contradiction apparente va nécessiter quelques explications qui vont nous être données dans le message d'Ève. Avant d'y venir, je dois dissiper une confusion possible sur le sens du mot « gène ». Il peut vouloir dire beaucoup de choses pour des personnes différentes. Mais la confusion particulière qui nous menace ici est la suivante. Certains biologistes, en particulier en génétique moléculaire, réservent strictement ce mot à un emplacement sur un chromosome, le locus, et ils emploient le mot allèle pour chacune des versions alternatives de ce gène qui pourrait se trouver sur ce locus. Pour prendre un exemple extrêmement simplifié, le gène pour la couleur des yeux existe en différentes versions d'allèles, entre autres un allèle bleu et un allèle marron. D'autres biologistes, notamment ceux dans lesquels je me range, et qu'on appelle souvent des sociobiologistes, des écologistes comportementaux ou des éthologues, ont tendance à employer le mot gène dans le même sens qu'allèle, et quand nous avons besoin d'un mot pour désigner, dans un chromosome, l'espace que pourrait occuper n'importe quel allèle d'un ensemble, nous parlons volontiers de locus. Ainsi, les personnes qui sont comme moi diront éventuellement « imaginez un gène des yeux bleus et un gène concurrent des yeux marrons ». Les spécialistes de génétique moléculaire n'aiment pas ça en général, mais c'est une habitude bien établie chez les biologistes de mon espèce et je les suivrai à l'occasion. Il était une fois Ève, rédigé avec la collaboration de Yan Wang. Il y a une différence significative entre les arbres de gènes et les arbres de personnes. Contrairement à la personne, qui descend de 2 parents, le gène n'a qu'un parent. Chacun de vos gènes vient nécessairement soit de votre mère, soit de votre père, d'un de vos 4 grands-parents et d'un seul, d'un de vos 8 arrière-grands-parents et d'un seul, et ainsi de suite. Or, quand on cherche ses ancêtres selon le mode classique, on descend au même titre de ses 2 parents, de ses 4 grands-parents, de ses 8 arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Cela veut dire qu'une généalogie de personnes comporte beaucoup plus de mélanges qu'une généalogie de gènes. En un sens, un gène emprunte une voie unique dans le labyrinthe de celles qui s'entrecroisent dans l'arbre des personnes.
Les noms de famille fonctionnent comme les gènes, pas comme les personnes. Votre nom de famille suit une ligne ténue dans l'arbre entier de votre famille. Il fait ressortir votre ascendance masculine de génération en génération. En dehors de 2 exceptions importantes sur lesquelles je reviendrai plus tard, l'ADN n'est pas aussi sexiste que le nom de famille. Les gènes remontent à leurs ancêtres aussi bien par les hommes que par les femmes. Certains des pédigrés humains les mieux répertoriés sont ceux des familles royales d'Europe. Dans l'arbre généalogique de la maison de Saxe-Cobourg, regardez les princes Alexis, Waldemar, Heinrich et Rupert. L'arbre d'un de leurs gènes est facile à dessiner car, malheureusement pour eux, sinon pour nous, le gène concerné était défectueux. Il a donné à ces 4 princes et à beaucoup d'autres de leur malheureuse famille cette maladie du sang facilement reconnaissable qu'est l'hémophilie, où le sang se coagule mal. Cette affection se transmet de façon particulière. Elle est portée sur le chromosome X. Les hommes ont un seul chromosome X, qu'ils héritent de leur mère. Les femmes en ont 2, dont chacun vient de l'un de leurs 2 parents. Elles n'ont la maladie que si elles ont hérité la version défectueuse du gène à la fois de leur père et de leur mère, c'est-à-dire que l'hémophilie est récessive. Les hommes n'ont la maladie que si leur chromosome X unique, non protégé, porte le gène défectueux. Très peu de femmes, donc, sont hémophiles, mais beaucoup sont porteuses de la maladie. Elles ont une copie du gène défectueux et 50% de chances de la transmettre à chaque enfant. Les femmes porteuses de la maladie et qui sont enceintes espèrent toujours avoir une fille, mais elles gardent un risque élevé d'avoir des petits-fils hémophiles. Si un homme hémophile vit assez longtemps pour avoir des enfants, il ne peut pas transmettre le gène à un fils, puisque les hommes ne reçoivent jamais leur chromosome X de leur père, mais il le transmet obligatoirement à une fille, puisque les femmes reçoivent toujours le chromosome X unique de leur père. Connaissant ces règles, et sachant que les hommes de la famille royale étaient hémophiles, nous pouvons remonter la piste du gène défectueux. Consultez l'annexe illustration numéro 3 pour voir l'arbre généalogique rétrospectif de la famille royale, avec, en gras, le chemin qu'a dû prendre le gène de l'hémophilie. Il semble que c'est la reine Victoria elle-même qui a été la mutante. Ce n'est pas Albert, car son fils, le prince Léopold, était hémophile, et les fils ne reçoivent pas leur chromosome X de leur père. Aucun des collatéraux de Victoria n'était hémophile. Elle était la première de la famille royale à porter ce gène. L'erreur de copie a dû se produire soit dans un œuf de sa mère, Victoria de Saxe-Cobourg, soit, ce qui est plus vraisemblable pour des raisons qu'a expliqué mon collègue Steve Jones, dans The Language of the Genes, dans les augustes testicules de son père, Édouard, duc de Kent. Bien qu'aucun des 2 parents n'ait été porteur de l'hémophilie, ni n'ait eu la maladie, l'un d'eux avait bien un gène, un allèle plus précisément, qui était le parent prémuté du gène royal de l'hémophilie. Nous pouvons imaginer, mais pas déceler, la lignée du gène de l'hémophilie de Victoria avant sa mutation en gène de l'hémophilie. Pour notre propos, peu importe, sinon pour le diagnostic, que la copie du gène de Victoria ait été défectueuse alors que ses prédécesseurs ne l'étaient pas. En remontant l'arbre du gène, nous ne nous intéresserons à ses effets que dans la mesure où ils le rendent visible. La lignée du gène doit remonter à avant Victoria, mais son tracé visible disparaît quand le gène n'était pas celui de l'hémophilie. La leçon qui en découle, c'est que chaque gène a un gène parent, même si, par mutation, il ne lui est pas identique. De même, il n'a qu'un seul gène grand-parent, qu'un seul gène arrière-grand-parent, et ainsi de suite. Cette façon de penser peut paraître étrange, mais rappelez-vous que notre pèlerinage est une chasse aux ancêtres. L'exercice consiste ici à voir ce que serait une chasse aux ancêtres du point de vue du gène plutôt que de l'individu. Le tasmanien nous a fait découvrir le sigle ACPR, ancêtre commun le plus récent, synonyme de coancêtre. Je préfère réserver le terme de coancêtre pour l'ancêtre commun le plus récent de toute une généalogie, de personnes ou d'organismes. Pour parler des gènes, j'emploierai donc ACPR. 2 allèles au moins, chez des individus différents, ou même, comme nous le verrons, chez le même individu, ont certainement un ACPR. C'est le gène ancestral dont ils sont chacun une copie, qui a éventuellement muté. L'ACPR des gènes de l'hémophilie des princes Waldemar et Heinrich de Prusse se trouvait sur l'un des 2 chromosomes de leur mère, Irène de Hesse und bei Rhein. Quand elle était encore un fœtus, l'unique gène hémophile qu'elle portait s'est dédoublé. 2 de ses ovules, qui en ont reçu une copie, sont à l'origine de l'infortune de ses fils. Ces gènes, à leur tour, ont en commun un ACPR avec le gène de l'hémophilie du tsarevitch Alexis de Russie, 1904-1918, sous la forme d'un gène porté par leur grand-mère, la princesse Alice de Hesse. Enfin, l'ACPR du gène de l'hémophilie, chez les 4 princes que nous avons choisis, est celui-là même qui s'est signalé à notre attention au départ, le gène mutant de Victoria elle-même.
Les généticiens ont un mot pour désigner ce phénomène dans le parcours d'un gène dans le passé. C'est la coalescence. En remontant dans le temps, on peut dire que deux lignées de gènes fusionnent en une seule au point de coalescence, d'où, en redescendant, un parent émet deux copies de ce gène pour deux enfants successifs. Le point de coalescence est l'ACPR. Tout arbre généalogique comporte de nombreux points de coalescence. La coalescence des gènes hémophiles de Waldemar et Heinrich s'opère dans le gène ACPR que porte leur mère Irène, lequel fusionne à son tour avec la lignée qui remonte du tsarevitch Alexis. Et comme nous l'avons vu, la grande coalescence de tous les gènes hémophiles royaux se produit dans la reine Victoria. Son génome comporte le gène de l'hémophilie, qui est l'ACPR de toute la dynastie. Dans mon exemple, la coalescence des gènes de l'hémophilie des 4 princes se produit dans l'individu même, Victoria, qui se trouve aussi être leur ancêtre généalogique, des personnes communs le plus récent, leur co-ancêtre. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Si nous prenions un autre gène, mettons celui de la couleur des yeux, le chemin qu'il a suivi dans l'arbre familial serait très différent, et la coalescence des gènes se ferait dans un ancêtre plus lointain que Victoria. Si nous prenions un gène des yeux marrons chez le prince Rupert et un des yeux bleus chez le prince Heinrich, la coalescence remonterait nécessairement au moins aussi loin que la séparation d'un gène ancestral de la couleur des yeux en deux formes, marron et bleu, événement qui se situe dans les profondeurs de la préhistoire. Chaque fragment d'ADN a une généalogie que l'on peut suivre à la trace selon un mode qui est indépendant du type de généalogie où nous remontons la filière des noms de famille à travers les registres de naissance, de mariage et de décès. Un mode indépendant, mais parallèle. Nous pouvons même faire cette démarche pour deux gènes identiques présents dans la même personne. Le prince Charles a les yeux bleus, ce qui veut dire, le bleu étant récessif, qu'il possède deux allèles des yeux bleus. La coalescence de ces deux allèles a dû se produire quelque part dans le passé, sans que l'on puisse dire quand et où. Ce pourrait être il y a des siècles ou des milliers d'années, mais dans le cas particulier du prince Charles, il est possible que la coalescence se soit produite dans un individu aussi proche dans le temps que la reine Victoria. C'est parce qu'il se trouve que le prince Charles descend 2 fois de cette reine, par le roi Édouard VII et par la princesse Alice de Hesse. Selon cette hypothèse, un gène unique des yeux bleus de la reine Victoria s'est copié 2 fois à des moments différents. Ces 2 copies du même gène se sont transmises respectivement à la reine actuelle, arrière-petite-fille d'Édouard VII, et à son mari, le prince Philippe, arrière-petit-fils de la princesse Alice. 2 copies d'un gène de Victoria ont donc très bien pu se rencontrer à nouveau sur 2 chromosomes différents dans le prince Charles. En fait, c'est très probablement ce qui s'est produit pour certains de ces gènes, que ce soit ceux des yeux bleus ou pas. Et que la coalescence des 2 gènes des yeux bleus du prince Charles ait eu lieu dans la reine Victoria ou chez quelqu'un d'autre beaucoup plus tôt, ces 2 gènes ont nécessairement eu un ACPR à un moment précis dans le passé. Peu importe que nous parlions de 2 gènes dans une seule personne, le prince Charles, ou dans 2, Rupert et Heinrich, la logique est la même. Toute paire d'allèles, que ce soit dans 2 personnes différentes ou dans la même, convient pour la question que nous nous posons, quand et chez qui la coalescence de ces gènes s'opère-t-elle quand nous remontons dans le passé ? Et, par extension, nous pouvons poser la même question concernant n'importe quel ensemble de 3 gènes ou n'importe quel nombre de gènes dans une population qui se trouve au même emplacement génétique, locus. En regardant encore beaucoup plus loin dans le temps, nous pouvons poser la même question pour des paires de gènes situés à des locus différents, car les gènes font apparaître des gènes à d'autres locus par le processus de la duplication des gènes. Le hurleur et la lamproie nous reparleront de ce phénomène. Les individus qui sont proches parents ont de nombreux arbres génétiques en commun. Nous partageons la majorité de ces arbres avec nos proches, mais certains ont une voix minoritaire, ce qui nous rapproche de nos parents qui sont plus éloignés à d'autres égards. Nous pouvons imaginer l'étroitesse des liens de parenté entre les individus comme une sorte de vote à la majorité entre les gènes. Certains de vos gènes votent, mettons pour la reine, comme proche cousine. D'autres disent que vous êtes plus proche d'individus apparemment beaucoup plus éloignés, et même, comme nous le verrons, de membres d'autres espèces. Quand il doit s'exprimer, chaque fragment d'ADN a une vue différente sur l'histoire parce que chacun s'est frayé un chemin différent à travers les générations. Nous ne pouvons espérer avoir une vue complète des événements qu'en interrogeant un grand nombre de gènes. Mais en ce cas, il faut prendre avec prudence les déclarations des gènes qui se trouvent à proximité les uns des autres sur un chromosome. Pour savoir pourquoi, il faut un peu connaître le phénomène de la recombinaison qui se produit chaque fois qu'est fabriqué un spermatozoïde ou un œuf. Dans la recombinaison, les chromosomes s'échangent des sections d'ADN choisies au hasard et qui se correspondent. On ne voit en moyenne qu'1 ou 2 de ces échanges par être humain, moins pour la fabrication des spermatozoïdes, plus pour celle des œufs, on ne sait pas pourquoi.
Mais au bout d'un grand nombre de générations, une grande partie de fragments du chromosome finiront par avoir été échangés. Ainsi, généralement parlant, plus deux morceaux d'ADN sont proches sur un chromosome, moins ils ont de chances de s'échanger et plus ils en ont de se transmettre ensemble. En faisant voter les chromosomes, il faut donc se rappeler que plus deux chromosomes sont proches l'un de l'autre, plus ils ont de chances d'avoir le même passé. Et cela pousse les gènes qui sont proches de soutenir le vote les uns des autres. À l'extrême, certaines sections d'ADN sont si liées entre elles que le fragment tout entier a parcouru l'histoire comme un seul bloc. Ces compagnons de voyage sont ce qu'on appelle les haplotypes, terme que nous serons appelés à revoir. Parmi ces groupes d'électeurs à l'intérieur du Parlement des gènes, deux ont une place prépondérante. Non que leur vision de l'histoire soit plus valable, mais parce qu'ils ont été énormément sollicités pour clore les débats biologiques. Les deux ont des idées sexistes, car le premier est venu jusqu'à nous en passant par des corps femelles, et le second n'est jamais sorti d'un corps mâle. Ce sont les deux principales exceptions à la transmission non biaisée des gènes dont j'ai parlé précédemment. Comme le nom de famille, la proportion du chromosome Y, qui ne se recombine pas, passe toujours par la lignée exclusivement mâle. Avec quelques autres gènes, le chromosome Y contient le matériel génétique qui fait basculer l'embryon dans le schéma de développement mâle plutôt que femelle. L'ADN mitochondrial, en revanche, passe exclusivement dans la lignée femelle. Mais en ce cas, il n'est pas responsable de ce que l'embryon se développe suivant un schéma femelle. Les mâles ont des mitochondries, seulement ils ne les transmettent pas. Comme nous le verrons dans le grand rendez-vous historique, les mitochondries sont des petits corps dans les cellules, des vestiges de bactéries libres autrefois, qui, il y a environ 2 milliards d'années, ont adopté pour résidence exclusive des cellules où, depuis, elles n'ont cessé de se reproduire de façon non sexuée par simple division. Elles ont perdu beaucoup de leur qualité bactérienne et la plus grande partie de leur ADN, mais elles en ont conservé suffisamment pour être utiles aux généticiens. Les mitochondries constituent une lignée de reproduction indépendante à l'intérieur de notre corps, sans lien avec la principale lignée nucléaire que nous voyons comme nos propres gènes. Du fait de leur taux de mutation, les chromosomes Y sont extrêmement utiles pour les travaux sur des populations récentes. Une étude ingénieuse a pris des échantillons d'ADN du chromosome Y en ligne droite dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Les résultats ont montré que les chromosomes Y anglo-saxons sont venus d'Europe pour traverser la Grande-Bretagne d'est en ouest et se sont arrêtés très brutalement à la frontière galloise. Il n'est pas difficile d'imaginer les raisons pour lesquelles cet ADN transporté par des êtres de sexe masculin n'est pas représentatif du reste du génome. Pour prendre un exemple plus évident, les navires vikings transportaient, avec d'autres gènes, des cargaisons de chromosomes Y qu'ils ont déversés dans des populations fort disséminées. La répartition actuelle des gènes du chromosome Y viking montre selon toute vraisemblance qu'ils ont voyagé un peu plus que d'autres gènes vikings qui avaient statistiquement plus de chances de préférer quelques arpents de la terre natale à la séduction du faiseur de veuves. Qu'est-ce qu'une femme, que tu l'aies oubliée, elle, et le feu dans l'âtre et ton lopin de quelques arpents, pour partir avec ce triste et vieux faiseur de veuves? Rudyard Kipling, chant à la harpe des Danoises. L'ADN mitochondrial, lui aussi, peut être révélateur, en particulier pour les schémas très anciens. Si nous comparons votre ADN mitochondrial et le mien, nous pourrons dire quand, dans le passé, ils ont eu une mitochondrie ancestrale en commun. Et comme nous tenons tous nos mitochondries de nos mères, et donc de notre grand-mère maternelle, de notre arrière-grand-mère maternelle, et ainsi de suite, la comparaison des mitochondries peut nous dire quand vivait notre plus récent ancêtre commune, de lignée maternelle. On peut faire pareil pour les chromosomes Y pour nous dire quand vivait notre plus récent ancêtre commun dans la lignée paternelle, mais pour des raisons techniques, ce n'est pas aussi facile. La beauté de l'ADN mitochondrial et de l'ADN chromosomal Y, c'est qu'aucun d'eux n'est contaminé par les mélanges sexuels. Cela facilite la recherche généalogique de ces classes particulières d'ancêtres. La CPR mitochondriale de toute espèce humaine, qui identifie l'ancêtre commune des personnes dans la lignée exclusivement féminine, est souvent désignée sous le nom d'Ève mitochondriale, celle qui fait l'objet de ce message. Et naturellement, son équivalent dans la lignée exclusivement masculine pourrait aussi bien s'appeler l'Adam du chromosome Y. Tous les mâles de l'espèce humaine portent le chromosome Y d'Adam. Créationniste, de grâce, évitez les citations volontairement déformées. Si les noms de famille s'étaient toujours transmis selon la règle qui prévaut aujourd'hui en Grande-Bretagne, nous porterions tous, nous aussi, le nom d'Adam, ce qui ferait disparaître l'intérêt d'avoir un nom de famille. Ève étant une grande tentatrice, mieux vaut être sur ses gardes. Les erreurs sont très instructives.
En premier lieu, il est important de comprendre qu'Adam et Ève ne sont que deux parmi une multitude d'ACPR auxquels nous pourrions aboutir en remontant dans le temps par des lignées différentes. Ce sont les ancêtres communs de cas particuliers si nous remontons l'arbre généalogique respectivement de mère en mère ou de père en père. Mais il existe beaucoup d'autres façons de remonter dans l'arbre généalogique, de mère à père à mère, ou encore de mère à père, et ainsi de suite. Chacun de ces chemins possibles aura un ACPR différent. Deuxièmement, Ève et Adam ne formaient pas un couple. Ce serait une immense coïncidence s'ils s'étaient jamais rencontrés. Et il est bien possible qu'ils aient été séparés par des dizaines de milliers d'années. Soit dit en passant, il existe des raisons indépendantes pour croire qu'Ève a vécu avant Adam. En effet, les hommes ont un taux de reproduction plus variable que les femmes. Là où certaines femmes ont 5 fois plus d'enfants que d'autres, les hommes qui en ont le plus pourraient en avoir des centaines de fois plus que ceux qui n'en ont pas. Il est facile pour celui qui a un grand harem de devenir un ancêtre universel. Pour réaliser ce tour de force, il faut à une femme davantage de générations puisqu'elle a moins de chances d'avoir une grande famille. Et en effet, les meilleures estimations de l'horloge moléculaire situent ces dates à environ moins 140 000 ans pour Ève et à environ moins 60 000 ans seulement pour Adam. Troisièmement, Adam et Ève sont des titres honorifiques précaires et pas des noms d'individus particuliers. Si demain le dernier membre d'une certaine tribu marginale venait à mourir, le sceptre d'Adam ou celui d'Ève pourrait se trouver brutalement projeté à quelques milliers d'années plus tôt. Il en va de même pour tous les ACPR définis par des arbres génétiques différents. Pour savoir pourquoi, supposez qu'Ève ait eu 2 filles, dont l'une aurait été l'ancêtre des aborigènes de Tasmanie et l'autre celle de tout le reste de l'espèce humaine. Et supposez, ce qui est tout à fait plausible, que l'ACPR de la lignée féminine, couvrant le reste de l'espèce humaine, ait vécu 10 000 ans plus tard, alors que toutes les autres lignées collatérales descendant d'Ève, à part les Tasmaniens, seraient éteintes. À la mort de Truganini, la dernière des Tasmaniens, le titre d'Ève aurait d'un seul coup avancé de 10 000 ans. Quatrièmement, il n'y a rien eu de particulier en leur temps pour distinguer Adam ou Ève. En dépit de leurs homonymes légendaires, l'Ève mitochondriale et l'Adam chromosome Y n'étaient pas particulièrement seuls. Tous deux ont dû avoir une foule de compagnons, et chacun a sûrement eu de nombreux partenaires sexuels avec lesquels il a pu avoir aussi de nombreux descendants survivants. La seule chose qui les distingue, c'est qu'Adam s'est retrouvé largement doté de descendants dans la lignée masculine et Ève dans la lignée féminine. Il est possible que parmi leurs contemporains, d'autres aient laissé au total autant de descendants. Pendant que j'écrivais ces lignes, quelqu'un m'a envoyé l'enregistrement vidéo d'un documentaire de la BBC intitulé Motherland, et autour duquel on faisait beaucoup de battage, le taxant de film incroyablement poignant et d'une beauté authentique, une œuvre vraiment mémorable. Les héros en étaient 3 noirs, dont les familles avaient émigré de Jamaïque en Grande-Bretagne. On comparait leurs ADN à des banques de données tout autour du monde en essayant de trouver de quelle partie de l'Afrique leurs ancêtres avaient été amenés en esclavage. La société de production a ensuite mis en scène des retrouvailles larmoyantes entre nos héros et leurs familles africaines qu'ils avaient perdues de vue depuis si longtemps. Ils ont eu recours à l'ADN chromosomal Y et à l'ADN mitochondrial car, pour les raisons que nous avons vues, ils sont plus traçables que les gènes en général. Malheureusement, les producteurs n'ont jamais parlé clairement des limites que cela imposait. En particulier, pour de bonnes raisons télévisuelles, il s'en est fallu de peu qu'ils trompent délibérément ces individus ainsi que leurs parents africains perdus de vue depuis si longtemps, pour susciter chez eux des émotions bien plus fortes que ces réunions ne le justifiaient. Je m'explique. Quand Marc, qui s'est vu plus tard donner le nom tribal de Kaigama, a rendu visite à la tribu Kanuri au Niger, il croyait retourner à la terre de son peuple. De son côté, Bola a été accueillie comme une fille qu'on a perdue de vue depuis longtemps par 8 femmes de la tribu des Boubis sur une île au large de la côte de Guinée et dont les mitochondries correspondaient aux siennes. Selon la jeune femme, c'était comme si 2 sens se touchaient. C'était comme une famille. Je n'arrêtais pas de pleurer. Mes yeux étaient tout simplement pleins de larmes. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. Je n'arrêtais pas de penser, je reviens à ma terre natale. Quel mélo de pacotille! On n'aurait jamais dû la tromper pour lui faire penser cela. Tout ce à quoi elle ou Marc allaient rendre visite en réalité, du moins dans la mesure où l'on était censé trouver des preuves, c'étaient des personnes qui avaient leurs mitochondries en commun avec elle. En fait, on avait dit à Marc que son chromosome Y venait d'Europe, ce qui l'avait bouleversé, mais il a été bien soulagé de découvrir de respectables racines africaines à ses mitochondries. Bola, bien sûr, n'a pas de chromosome Y, et elle ne semble pas s'être donné la peine de voir du côté de son père, si intéressant que cela puisse être, car elle avait la peau très claire.
Or, à aucun moment on n'a expliqué ni à Bola, ni à Mark, ni aux téléspectateurs que leurs gènes à l'extérieur de leur mitochondrie venaient presque certainement d'une grande quantité de terres natales différentes, à 1000 lieues sans doute de celles qui ont été identifiées pour les besoins du documentaire. Si les producteurs avaient choisi d'autres gènes, nos héros auraient pu assister à des retrouvailles tout aussi fortes en émotion sur des centaines de lieux différents dans toute l'Afrique, l'Europe et très probablement aussi l'Asie. Évidemment, cela aurait gâché l'effet dramatique. Comme je n'ai cessé de le répéter, il peut être trompeur de se référer à un seul gène, mais la combinaison des données qui nous viennent d'une grande quantité de gènes constitue un outil puissant pour chercher dans le passé. Les arbres génétiques d'une population et les points de coalescence qui les définissent reflètent les événements du passé. Non seulement nous pouvons identifier ces points, mais nous pouvons aussi deviner leur date grâce à l'horloge moléculaire. Et c'est là que se trouve la clé, car le schéma des embranchements à travers le temps en dit long. L'accouplement aléatoire, ce présupposé que nous avons établi avec le tasmanien, donne un schéma de coalescence très différent de ceux que donnent les différents types d'accouplement non aléatoires. Chacun d'eux imprimant à son tour sa propre forme sur l'arbre de coalescence. Les fluctuations dans la taille de la population, elles aussi, laissent leur propre signature bien caractéristique. Nous pouvons ainsi remonter dans le temps à partir des schémas de répartition des gènes d'aujourd'hui et en effectuer des déductions sur la densité des populations et sur les moments où se sont produites des migrations. Par exemple, quand une population est peu nombreuse, elle connaît des coalescences plus fréquentes. Une population en expansion s'exprime par des arbres aux longues ramifications terminales, si bien que les points de coalescence se concentrent près de la base de l'arbre, au temps où la population était réduite. À l'aide de l'horloge moléculaire, cet effet peut servir à trouver quand la population a augmenté et quand elle s'est réduite dans des goulets d'étranglement. Malheureusement, en faisant disparaître les lignes génétiques, les goulets d'étranglement particulièrement étroits ont tendance à effacer les traces des événements qui les ont précédés. Les arbres génétiques coalescents ont aidé à résoudre un long débat sur les origines de l'homme. Selon la théorie de l'origine africaine, Out of Africa, tous les peuples survivants en dehors de l'Afrique descendent d'un exode unique qui s'est produit il y a à peu près 100 000 ans. À l'opposé se trouvent les théoriciens des origines séparées ou multirégionalistes, pour qui les races qui vivent encore aujourd'hui, mettons en Asie, en Australie et en Europe, se sont séparées il y a très longtemps, descendant séparément de populations locales de l'espèce plus ancienne, Homo erectus. Ces deux noms sont trompeurs. Le terme d'origine africaine est mal choisi, car tout le monde s'accorde à dire que nos ancêtres viennent d'Afrique si l'on remonte suffisamment loin. Celui d'origine séparée n'est pas non plus idéal, car, là encore, si l'on remonte suffisamment loin, la séparation doit disparaître dans n'importe quelle théorie. Le désaccord porte sur la date à laquelle nous sommes sortis d'Afrique. Il vaudrait mieux appeler ces deux théories origine africaine récente, OAR, et origine africaine lointaine, OAL. Ces appellations ont l'avantage supplémentaire de souligner le continuum entre les deux. Si les non-africains d'aujourd'hui descendent tous d'une émigration unique de ce continent, on devrait s'attendre à observer dans les répartitions modernes des gènes un goulet d'étranglement récent, centré sur l'Afrique et touchant une petite population. Les points de coalescence seraient concentrés vers l'époque de l'Exode. Si nous descendons séparément d'Homo erectus dans différentes régions, les gènes devraient au contraire montrer des lignées génétiques qui se sont anciennement séparées dans chaque région. À l'époque où se serait produit un exode, selon les partisans de l'OAR, nous devrions plutôt observer une raréfaction des points de coalescence. Qui a raison ? En nous attendant à trouver une réponse unique à cette question, nous sommes tombés dans le même piège que le documentaire de télévision Motherland. Des gènes différents disent une histoire différente. Il est parfaitement possible que certains de nos gènes soient venus d'Afrique récemment, alors que d'autres nous auraient été transmis de populations d'Homo erectus séparées. Ou, pour dire les choses autrement, nous pouvons à la fois descendre d'un exode africain récent et en même temps descendre d'Homo erectus régionaux, car à tout moment donné dans le passé, nous avons une énorme quantité d'ancêtres généalogiques. Certains ont pu quitter l'Afrique récemment et d'autres résider, mettons, à Java pendant des milliers d'années. Et nous pouvons avoir hérité de gènes africains des uns et de gènes javanais des autres. Un seul fragment d'ADN, extrait par exemple d'une mitochondrie ou d'un chromosome Y, donne une vision du passé aussi réductrice qu'une phrase unique extraite d'un livre d'histoire. Pourtant, la position d'OAR recueille souvent les suffrages, du fait de l'importance que l'on accorde à l'ève mitochondriale. Que se passe-t-il si l'on interroge les autres membres du Parlement des gènes ? C'est précisément ce qu'a fait le biologiste évolutionniste Alan Templeton, et il en a tiré sa théorie au titre séduisant « Out of Africa again and again ».
Origine africaine réitérée. Templeton a utilisé une théorie de la coalescence du même genre que celle qui nous a servi dans notre discussion sur l'hémophilie, mais en l'appliquant à un grand nombre de gènes séparés au lieu d'un seul. Il a ainsi pu reconstituer l'histoire et la géographie des gènes dans le monde entier sur plusieurs centaines de milliers d'années. Pour l'instant, je préfère sa théorie parce qu'il semble exploiter toutes les informations existantes selon un mode qui favorise particulièrement les déductions et parce qu'à chaque étape de son étude, il s'est ingénié à ne pas surinterpréter les résultats. Voici comment Templeton a procédé. Il s'est plongé dans la littérature de la génétique et en a prélevé la quintessence en se référant à des critères très stricts. Il ne voulait prendre en compte que de grandes études de génétique humaine sur des échantillons pris dans différentes parties du monde, notamment en Europe, en Asie et en Afrique. Les gènes examinés appartenaient à des haplotypes ayant eu un long parcours. Un haplotype, comme nous l'avons vu, est un morceau de génome qui, ou bien résiste à la décomposition qu'effectue la recombinaison sexuelle, comme le chromosome Y et l'ADN mitochondrial, ou bien, comme pour certaines parties plus petites du génome, peut se présenter intact à travers un nombre de générations suffisamment grand pour couvrir l'espace de temps qui nous intéresse. Un haplotype est un morceau de génome qui a une longue vie et qui est reconnaissable. Vous ne vous tromperez pas beaucoup si vous le voyez comme un gros gène. Templeton s'est concentré sur 13 haplotypes. Pour chacun d'eux, il a calculé leur arbre génétique et a daté les différents points de coalescence à l'aide de l'horloge moléculaire qui est essentiellement réglée sur des fossiles. En partant de ces dates et de la répartition géographique des échantillons, il a pu reconstituer par déduction l'histoire génétique de notre espèce pendant les 2 derniers millions d'années, résumant ses conclusions dans un diagramme qui aide bien à comprendre les choses. La principale conclusion de Templeton est qu'il n'y a pas eu 2 grandes migrations depuis l'Afrique, mais 3. En plus de l'exode de l'OAL, d'Homo erectus, à environ 1,7 million d'années, reconnu par tous et attesté essentiellement par des fossiles, et de la migration récente que propose la théorie de l'OAR, il s'est produit une autre longue marche d'Afrique en Asie, entre moins 840 000 et moins 420 000 ans. Cette émigration intermédiaire, peut-on l'appeler l'OAI, est corroborée par des signaux qu'envoient aujourd'hui les 13 haplotypes. La preuve de l'émigration de l'OAR repose sur la mitochondrie et sur le chromosome Y. D'autres signaux génétiques trahissent une migration massive en retour de l'Asie vers l'Afrique il y a environ 50 000 ans. Un peu plus tard, l'ADN mitochondrial et différents gènes plus petits révèlent d'autres migrations. Du sud au nord de l'Europe, du sud de l'Asie au nord de l'Asie et à travers le Pacifique, et du nord de l'Asie vers l'Australie. Enfin, comme l'atteste l'ADN mitochondrial et des données archéologiques, l'Amérique du Nord a été colonisée il y a environ 14 000 ans, depuis le nord-est de l'Asie, par ce qui était alors la passerelle terrestre de Bering. La colonisation de l'Amérique du Sud a rapidement suivi par l'isthme de Panama. Soit dit en passant, l'idée que soit Christophe Colomb, soit Leif Erikson a découvert l'Amérique est carrément raciste. Tout aussi déplacé, à mon avis, est le respect relativiste que Ton accorde à l'histoire des Amérindiens telle qu'il la relate dans leur tradition orale, affirmant en toute ignorance que leurs ancêtres n'ont jamais vécu en dehors de l'Amérique. Entre les 3 grandes migrations d'Afrique de Templeton, d'autres signaux génétiques révèlent des flux et des reflux continus de gènes entre l'Afrique, le sud de l'Europe et le sud de l'Asie. Ces résultats laissent penser que les mouvements d'immigration, grands et petits, ont été généralement suivis de croisements avec les populations indigènes plutôt que de l'extermination d'un camp ou de l'autre, ce qui aurait pu se produire tout aussi bien. Il est évident que ce phénomène a de grandes conséquences sur notre ascendance évolutive. Avec l'étude de Templeton, nous nous sommes concentrés ici sur l'espèce humaine et ses gènes, mais il est évident que toutes les espèces ont leur arbre généalogique. Tout hérite d'un matériel génétique. Toutes celles qui ont 2 sexes ont un Adam et une Ève. Les gènes et les arbres génétiques sont une caractéristique omniprésente de la vie sur la Terre, et la technique que nous appliquons à l'histoire récente de l'espèce humaine peut aussi s'appliquer à toutes les autres formes de vie. Ainsi, l'ADN du guépard révèle un goulet d'étranglement de la population qui remonte à 12 000 ans et qui est important pour ceux qui se préoccupent de la conservation des félins. De même, l'ADN du maïs porte la signature caractéristique de sa domestication au Mexique il y a 9 000 ans. Autre exemple, le schéma de coalescence des souches du VIH peut servir aux épidémiologistes et aux médecins pour comprendre ce virus et empêcher sa propagation. Disons aussi que les gènes et les arbres génétiques révèlent l'histoire de la flore et de la faune d'Europe. Les vastes migrations provoquées par les périodes glaciaires, dont l'extension a poussé les espèces tempérées dans des refuges du sud de l'Europe, et dont le déclin a abandonné des espèces arctiques sur des chaînes de montagnes isolées.
Tous ces événements, et bien d'autres encore, peuvent se suivre à la trace dans la répartition de l'ADN autour du globe, et celle-ci constitue un livre de référence historique que nous commençons tout juste à apprendre à lire. Nous avons vu comment des gènes différents ont des histoires différentes à raconter et comment celles-ci, mises ensemble, peuvent nous révéler quelque chose de notre propre histoire, aussi bien moderne qu'ancienne. Mais jusqu'où dans le passé? Ce qui est stupéfiant, c'est que nos plus anciens gènes ACPR peuvent même remonter à une période antérieure à celle où nous sommes devenus des êtres humains. C'est particulièrement vrai quand la sélection naturelle favorise dans une population la variété pour elle-même. Voici comment ça se passe. Supposez qu'il y ait 2 types de sang, A et B, qui procurent une immunité contre des maladies différentes. Chaque type de sang est vulnérable devant la maladie dont l'autre est protégé. Les maladies prospèrent quand le type de sang qu'elles attaquent est très répandu, car cela peut déclencher une épidémie. Ainsi, si les sujets B sont nombreux dans une population, la maladie qui les frappe deviendra une épidémie. Par conséquent, les sujets B mourront jusqu'au moment où ils cesseront d'être nombreux et les sujets A deviendront alors plus nombreux et inversement. Chaque fois que nous avons 2 types, dont le plus rare est favorisé précisément parce qu'il est rare, cela permet le polymorphisme, le maintien positif de la variété pour la variété. Le système du groupe sanguin ABO est un polymorphisme célèbre qui s'est probablement maintenu pour cette raison. Certains polymorphismes peuvent être très stables, si stables qu'ils s'étendent d'une espèce ancestrale à une espèce qui en descend. Ce qui est étonnant, c'est que notre polymorphisme ABO est présent chez les chimpanzés. Il est possible que les chimpanzés et nous ayons inventé ce polymorphisme, chacun de notre côté, et pour la même raison. Mais il est plus vraisemblable que nous l'ayons hérité les uns et les autres de notre ancêtre commun et que nous l'ayons maintenu en activité pendant les 6 millions d'années de notre descendance séparée, car les maladies qui en relevaient n'ont cessé de proliférer pendant ce temps. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme transespèce, et il peut s'appliquer à des cousins beaucoup plus lointains que les chimpanzés et nous. S'ensuit cette conclusion renversante. En ce qui concerne des gènes particuliers, vous êtes plus étroitement apparentés à certains chimpanzés qu'à certains humains. Et je suis plus proche de certains chimpanzés que de vous, ou de vos chimpanzés. Les êtres humains en tant qu'espèce, aussi bien que les êtres humains en tant qu'individus, sont des réceptacles temporaires contenant un mélange de gènes issus de différentes sources. Les individus sont des points de rencontre temporaires sur le quadrillage des routes qu'empruntent les gènes tout au long de l'histoire. C'est une façon d'exprimer le message central de mon premier livre, Le gène égoïste, en se fondant sur la notion d'arbre. Comme je le disais alors, une fois notre mission accomplie, nous sommes mis de côté. Les gènes, eux, appartiennent au temps géologique. Ils sont éternels. Au banquet de clôture d'un congrès en Amérique, j'ai livré le même message en vers. Un gène égoïste itinérant disait « Des corps, j'en ai vu tant et plus. Tu te crois fort, mais moi, je vivrai éternellement. Toi, tu n'es qu'une machine à survivre. » Et en réponse immédiate du corps au gène, j'ai parodié ce chant de Kipling que je viens de citer. Qu'est-ce qu'un corps pour que tu commences par le prendre, que tu le fasses grandir, et puis l'abandonnes pour partir avec ce vieil horloger aveugle? Nous avons estimé que la date du rendez-vous zéro remontait probablement à des dizaines de milliers d'années, tout au plus à des centaines de milliers d'années, mais nous n'avons pas beaucoup avancé dans notre pèlerinage aux sources. Le rendez-vous suivant, le rendez-vous 1, où nous allons retrouver les pèlerins chimpanzés, est à des millions d'années. Et la majorité de nos autres rendez-vous seront à des centaines de millions d'années au-delà. Si nous voulons avoir une chance d'aller jusqu'au bout, il va falloir accélérer et commencer à plonger dans les profondeurs du temps. Il faut dépasser le reste de la trentaine de périodes glaciaires qui ponctuent les 3 derniers millions d'années, ainsi que ces événements radicaux que sont l'assèchement et le remplissage de la Méditerranée, qui sont survenus entre moins 4,5 et moins 6 millions d'années. Pour atténuer l'effet de ce départ accéléré, je prendrais exceptionnellement la liberté de m'arrêter en route à quelques bornes intermédiaires pour permettre à des fossiles morts de nous livrer leur message. Ces pèlerins fantômes fossilisés que nous allons rencontrer nous aideront à satisfaire notre désir naturel d'en savoir plus sur nos ancêtres directs. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.